Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Qu'est-ce qui se passe à l'international ce matin? À l'international, aujourd'hui, on va s'intéresser à la Côte d'Ivoire, où le suspense qui nous tenait en haleine depuis déjà près de 2 ans, voire même 3 ans, parce que depuis l'adoption de la nouvelle constitution en 2016, techniquement, juridiquement, constitutionnellement, Alassane Dramane Ouattara avait la possibilité de briguer un 3e mandat. Alors donc, depuis 2017, même si en 2016, lorsqu'il avait fait voter la modification de la Constitution ou la nouvelle Constitution, cette question-là n'avait jamais été évoquée. Il a commencé à l'évoquer à partir de 2017, puisque il estimait que si certaines conditions n'étaient pas remplies, lui, il devait avoir, le devoir l'appellerait à briguer un 3e mandat. Alors, quelles sont ces conditions-là? Il est clair que certains adversaires politiques de sa génération ne devaient pas participer à cette élection-là. Pour lui, donc on voit là Henri Konan Bédié et surtout son adversaire le plus célèbre, celui contre lequel il a livré ses derniers combats pour accéder à la présidence, donc Laurent Gbagbo. On sait que celui-ci a été acquitté en premier jugement à La Haye, et donc pour le moment, il est sous liberté conditionnelle avec la possibilité, si Fatou Bensouda, je crois, a déposé ce recours-là pour évidemment passer en appel. Donc il est clair que d'ici la fin de l'année, il sera peu probable que Laurent Gbagbo ait le temps de rentrer et éventuellement être candidat pour cette élection présidentielle-là. Ça, c'est un cas. Et puis, pour Henri Konan Bédié, il a certes une influence, mais il n'a plus la même influence qu'il y a environ une dizaine d'années. Il avait déjà été président, non? Il a été président à la suite de Houphouët-Boigny de 1993 à 2000. Et donc, de 1993 à 1999, jusqu'en décembre 1999. Et donc, à la suite de cela, il reste le président du PDCI, qui est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui fait partie du RHDP, le Rassemblement des Opportunistes pour la paix. Ce grand parti-là, que Alassane Ouattara, ce rassemblement des partis qui se réclament de Houphouët-Boigny, dont Alassane Ouattara a voulu que ce rassemblement devienne un parti politique à part entière. Et malheureusement, par rapport à son plan, le PDCI a désisté au dernier moment, a fusionné, si tu veux, avec le RDR de Alassane Ouattara pour donner le RHDP. Et donc, Henri Konan Bédié a estimé que Alassane Ouattara n'avait pas respecté un certain nombre d'engagements pris, notamment en 2010, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le PDCI d'Henri Konan Bédié avait soutenu Alassane Ouattara lorsque celui-ci était candidat à l'élection présidentielle contre Laurent Gbagbo. Et donc, ils estiment que Alassane Ouattara n'a pas respecté sa part du marché, et donc il ne se sentait pas lié par celui-ci, donc dans son projet de création d'un grand parti des oufoutistes. Mais ça, c'est évidemment autre chose. Mais depuis 2017, dans un premier cas, il disait ceci. Il disait que dans un premier temps, l'âge, il a 77 ans aujourd'hui, l'âge, la raison liée à l'âge l'amène logiquement à laisser la place à une autre génération, parce qu'il estime qu'il y a une nouvelle classe de dirigeants politiques qui a sur tous les continents, en Europe, aux États-Unis et autres. Et donc pour lui, en Afrique, il fallait également savoir passer la main, parce que 35% de la population africaine a moins 75% de la population africaine a moins de 35 ans, et donc pour lui il est tout à fait normal de passer la main. En fait, derrière, on voit en filigrane effectivement qu'en Côte d'Ivoire il y a toute une jeune classe d'hommes politiques dont certains sont déjà même en lice pour cette élection présidentielle. Là, on pense notamment à Guillaume Soro. Il y a d'autres comme Charles Blé Goudé, qui malheureusement lui est encore lui aussi sous le coup des poursuites judiciaires au niveau de La Haye. Lui aussi est en liberté conditionnelle aux Pays-Bas. Mais lui aussi, comme Laurent Gbagbo, techniquement, il sera difficile qu'il puisse être libéré et qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour participer à cette élection de 2020. Même si Charles Blé Goudé n'a jamais caché
ne cache même plus ses ambitions d'occuper un jour ce poste-là, un peu comme Guillaume Soro. Et puis, il y a d'autres proches de Alassane Dramane Ouattara aussi, qui, même s'ils ne l'ont jamais dit officiellement, mais l'on sent qu'il y a une volonté de passer, de vouloir prendre la succession. On pense à celui que l'on considère politiquement comme étant son héritier, Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur. Donc, il y a tous ces hommes, et bien entendu aussi des femmes, dans toute cette nouvelle génération-là, qui sont des cinquantenaires, qui sont des quarantenaires, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Alassane Ouattara, son fils aîné a 54 ans. Donc pour lui, il est clair qu'il doit passer la main à 54 ans. Oui, à une nouvelle génération. Son fils aîné est plus âgé, bien plus âgé que Emmanuel Macron. Donc il y a cette réalité-là. Donc pour cela, il a estimé maintenant, après avoir aussi consulté un certain nombre de personnalités, que ce soit des personnalités ivoiriennes ou autres, et il a estimé qu'il devait passer la main. Mais en filigrane, il faut comprendre aussi que déjà, il y a une forte pression qui était faite aussi sur Alassane Ouattara par ses homologues de l'Afrique de l'Ouest, non seulement Alassane Ouattara, mais aussi Alpha Condé. Il y a aussi cette pression-là là-bas parce qu'Alpha Condé a l'intention de modifier la Constitution et on sait que s'il parvient à mettre en place une nouvelle Constitution, techniquement, il pourra aussi lui briguer un troisième mandat. Et lui, semble-t-il, fait moins... cache moins son ambition de briguer un troisième mandat et c'est ce qui semble soulever l'opposition et la société civile qui depuis de nombreux mois organisent des manifestations et certains leaders associatifs sont même déjà en prison aujourd'hui pour dénoncer cette volonté d'Alpha Condé là de violer la Constitution afin de briguer un troisième mandat. Donc il y a cette pression là qui est faite sur les chefs d'État africains, notamment en Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO, pour les inciter à respecter leur constitution. La différence dans cette histoire avec le Togo, c'est que le Togo n'a pas de limitation de nombre de mandats, ni la limitation d'âge pour occuper la fonction de président de la République. C'est la raison pour laquelle la question ne s'est jamais posée en ce qui concerne le troisième mandat pour lequel Faure Gnassingbé Eyadema vient d'être élu à près de 86% des suffrages. Donc là-bas, la question ne se pose pas. On estime que c'est une constitution qui date depuis 2006-2007 et donc... Lui, il n'a pas modifié la constitution? Non, il n'a jamais modifié puisque la constitution lui donne la possibilité de briguer autant de mandats qu'il veut et à l'âge qu'il voudra. Donc lui, le problème ne se pose pas. Par contre, en Côte d'Ivoire, comme en Guinée-Conakry, la constitution est claire, le nombre de mandats se limite à 2. Donc le président de la République ne peut faire au maximum que 2 mandats. Et même si dans la nouvelle constitution ivoirienne, le nombre de mandats toujours est maintenu, cela n'empêchait pas que lorsque l'on change de constitution, on part du principe que le compteur remet à 0. Enfin, on dit que ça revient à 0 parce qu'on entre normalement dans le cycle d'une nouvelle république. Mais bon, si on pense au nombre de nouvelles républiques, si on prend par exemple le cas de notre pays, je ne sais pas à quelle république nous serions déjà en termes de nombre. 75e. Voilà, donc la 75e république. Bon, bref. Donc là-bas, cette question-là se pose et donc c'est la raison pour laquelle aussi Alassane Ouattara a donc également voulu marquer l'histoire, je pense, en étant le premier président ivoirien à transmettre pacifiquement le pouvoir à son successeur. Il ne faut pas l'oublier. Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne, a occupé ce poste-là en continu de 1960 à 93 à sa mort. Puis on a eu Konan Bédié de 93 à 99. On a eu un court intermède du général Gueye de 99 à 2000. Puis on a eu Laurent Gbagbo de 2000 à 2010. Et donc avec à chaque fois des rebondissements parfois très violents qui ont amené ces changements de pouvoir-là. Et donc Alassane Dramane Ouattara, lui, il veut donc, je pense, marquer l'histoire en organisant des élections présidentielles auxquelles il ne prendra pas part et puis à transmettre, bien entendu, le flambeau à son successeur. Mais on comprend bien qu'au regard maintenant du paysage ivoirien actuel, quand on regarde le fait que les principales personnalités
qui pourrait évidemment perturber les plans d'Alassane Ouattara en termes de transmission de pouvoir que sont à une nouvelle génération. Hein. Je pense surtout à Guillaume Soro et à Charles Blé Goudé. Guillaume Soro est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la part de la justice. Alassane Ouattara, il peut encore faire marche arrière de sa décision. Je me rappelle, il s'appelle comment? Mamadou Tandja. Il avait fait ça. Oui. Quand Sarkozy est allé visiter le Niger, je ne sais plus, à un moment, il a fait un beau discours que oui, moi je suis un enfant de fermier, j'ai été élevé dans des valeurs et des principes et j'ai décidé de ne plus me présenter à la présidentielle. 2 semaines après, Voilà, malheureusement. le mec, il avait changé de bouche. Mais que ce soit Mamadou Tandja, que ce soit d'autres présidents qui malheureusement ont choisi cette voie-là, en général, ça se termine très mal. En général. Hein? Si on prend Blaise Compaoré, si on prend Moussa Dadis Camara, si on prend Mamadou Tandja, si on prend Le gars de la Guinée, là, il s'appelle Alpha Condé. Bon, Alpha Condé, il est encore au pouvoir, mais disons Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, voilà, c'était voilà. Yaya Jammeh. Donc vous voyez, ce sont des exemples qui sont de plus en plus nombreux et qui devraient justement inciter les chefs d'État ou les hommes politiques qui ont accédé à la fonction suprême de bien comprendre que, évidemment, dans l'esprit des Africains aujourd'hui, des peuples africains aujourd'hui, eh ben, le critère démocratique fondamental, c'est celui de la limitation de mandat et de respect de cette disposition-là lorsqu'elle est inscrite dans la Constitution. Et de sa parole et de ses valeurs aussi. Voilà, il faut respecter. On est des hommes de valeurs et des hommes de principe. Voilà, parce que le défunt Houphouët-Boigny disait qu'un homme d'État a 3 références. Il a Dieu, il a le peuple et il a sa conscience. Donc il faut avoir la crainte de Dieu, il faut être à l'écoute de son peuple et d'essayer au maximum d'appliquer sa volonté et bien entendu avoir une conscience et d'être conscient de ce que l'on fait et des risques que certaines décisions que l'on prend peuvent provoquer aussi bien sur sa propre personne que sur le peuple qui vous a accordé le mandat. Donc il y a tout ça et puis derrière, le bénéfice est plus important. Regardez par exemple les anciens chefs d'État aujourd'hui qui ont transmis pacifiquement le pouvoir. Ce sont des chefs d'État qui sont adulés, qui sont respectés partout dans le monde entier. Vous avez Alpha Omar Konaré au Mali, vous avez Abdou Diouf au Sénégal. Donc ce sont des chefs d'État. On l'avait vu aussi avec Mandela qui n'avait fait qu'un mandat et qui l'avait transmis. Donc au sortir de là, ils deviennent de véritables VRP, des gens qui vont être appelés dans le monde entier pour faire partager leur expérience. Ce sont des gens qui seront appelés dans de grandes organisations pour aider à régler certaines crises, que ce soit sur le continent ou ailleurs. Donc tout ça fait que c'est pas parce qu'on quitte le poste de président de la République qu'on n'a plus une vie. Non, au contraire, il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent à vous, il y a d'autres défis qui vont vous être proposés et puis vous n'êtes pas obligé de travailler jusqu'à votre dernière heure. Vous pouvez aussi prendre une retraite bien méritée. Et donc, Alassane Ouattara est conscient de tout cela et je pense que tous ces éléments-là, tous ces facteurs-là ont joué dans sa décision que je pense c'est une très bonne décision parce qu'elle va satisfaire aussi bien ses opposants que ses partisans et ça va surtout essayer de dédramatiser, de détendre l'atmosphère en Côte d'Ivoire parce que celle-ci était en train de monter et plus on avait l'idée que Alassane Ouattara serait candidat avec le risque de voir déjà Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro qui va essayer de Blé Goudé. Donc tout ça, ça ajoutait de la tension à de la tension. Donc déjà le fait qu'Alassane Ouattara décide de ne pas briguer un 3e mandat, ça va énormément décrisper l'atmosphère. Et donc on espère que à partir de là, on verra maintenant quels sont les candidats en lice, notamment au sein du RHDP, quel est celui qui sera le successeur désigné par le parti d'Alassane Ouattara et quel impact cela aura sur le climat politique ivoirien. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenaient sur la politique en Côte d'Ivoire dans le Dafresh Morning pour l'actualité internationale. Merci d'être connecté sur le Dafresh Morning. Dafresh Morning.